Bonjour, bienvenue dans le podcast de la chaire UNESCO en paysage urbain de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Un rendez-vous pour partager des idées, des expériences et des visions et explorer la ville autrement à travers le regard de celles et ceux qui l'imaginent, la transforment et la questionnent. Bonjour, je suis Roxane, collaboratrice à la chaire UNESCO en paysage urbain et architecte de formation. J'aurai le plaisir d'animer cet épisode avec Léandri, également collaborateur et chercheur à la chaire UNESCO en paysage urbain. Aujourd'hui, c'est un épisode qui traverse la science, la société et même l'aménagement. On va parler de participation citoyenne dans la recherche pour construire une vision plus inclusive dans des domaines tout aussi variés. Cette discussion se situe à la croisée de plusieurs disciplines que nous pensons beaucoup plus liées que ne laisse croire l'imaginaire collectif. Et pour tout ça, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui travaille justement à créer des ponts entre ces mondes. Diplômée d'un doctorat en recherche biomédicale de l'Université de Montréal, elle unit science et engagement communautaire pour favoriser une recherche en santé plus positive et une intelligence artificielle plus bienveillante. Elle milite pour un accès équitable à la recherche, aux soins et aux innovations. À travers l'entreprise SciCoop qu'elle a cofondée, elle relie la recherche et les communautés grâce au numérique. Bonjour Adèle Salin-Cantegrel. Bonjour. Bonjour Léandri. Bonjour Roxane, comment tu vas ? Ça va. Ouais. Pour commencer notre petite discussion, je vais commencer par de te demander qui tu es, d'où tu viens, ton parcours professionnel et scientifique pour te présenter peut-être un petit peu. Donc oui, moi je suis un fruit du milieu académique. C'est d'ailleurs ce qui m'a amenée au Québec. Donc j'ai fait un magistère de génétique en France qui m'a amenée ici ensuite pour faire un doctorat en biologie moléculaire. Et puis j'ai même continué après. J'ai fait un post-doctorat dans le domaine des neurosciences. Et j'ai quand même fini par quitter le milieu académique pour des raisons personnelles, notamment parce que j'ai 2 enfants qui vivent avec des besoins particuliers. Et donc, j'ai été moi-même très concernée par le besoin d'inclusion qu'il y a dans cette société pour notamment mes enfants. Et c'est comme ça aussi que SciCoop est né. Ok, super. Et du coup, tu nous as un peu répondu sur comment a débuté en fait finalement ton intérêt un peu pour la science. Et qu'est-ce qui t'a mené aujourd'hui à mêler entre recherche, technologie et communauté. Est-ce qu'il y a eu un moment plus un déclic qu'un autre ou Oui, donc à la base, l'idée, c'est... Moi-même, je suis passionnée de recherche, donc bien entendu, c'est pour ça que j'ai fait ce parcours académique. Mais même quand j'ai quitté la recherche, je me suis impliquée comme citoyenne dans la recherche. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait bien des barrières à la participation même de la recherche. J'étais témoin, en tant que chercheur à l'époque, des biais que ça amenait dans les données de la recherche. Et j'ai été confrontée à la réalité de pourquoi ça se produisait. Donc, plutôt que... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait du constat sans agir. Donc, plutôt que d'arrêter là et de rester sur ce constat-là, j'en ai parlé avec mon conjoint qui, lui, est dans la technologie. Donc, il est architecte logiciel. Et je lui ai dit qu'il y a peut-être moyen d'unir nos 2 mondes pour, justement, amener une solution à cette problématique-là qui nous concernait tous les 2 personnellement, très personnellement. C'est comme ça, en gros, qu'on a commencé à réfléchir à ce que ça pourrait être. On est passé de l'idéation, le parcours normal d'une entreprise naissante, d'une start-up. Donc, on a passé l'idéation, validé qu'effectivement, le problème existait, qu'il y avait effectivement besoin d'une solution. Et puis, pour arriver à une sorte de concept. Et ensuite est venue une sorte de mini-révolution dans laquelle on est. C'est celle de l'intelligence artificielle. Et là, on s'est dit, peut-être que l'IA aussi pourrait nous aider
à atteindre cette vision où on a une recherche plus inclusive, des innovations plus inclusives, des services, des soins plus inclusifs, un monde plus inclusif. Et on a eu l'opportunité de rentrer notamment dans un programme qui accompagne les entreprises qui se concentrent à intégrer l'intelligence artificielle qui s'appelle NextAI. Et dans ce programme, on a été accompagné pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle dans notre solution. Puis ensuite, c'est ça, on a fait maturer la solution, on a commencé à commercialiser. Puis aujourd'hui, on est comme ça à aider des équipes de recherche dans quelques institutions de recherche ici au Québec, à les aider à soit identifier des biais dans leurs données, donc à partir de grands jeux de données, analyser ces jeux de données, identifier où sont les failles quelque part, mais toujours ne pas s'arrêter là. Je ne suis pas dans le constat. Passer à l'action. Et notamment, l'une des meilleures façons de corriger ces biais, ça a été bien démontré, c'est d'intégrer le plus possible des communautés dans la recherche. Et notamment celles qui sont sous-représentées de la recherche, marginalisées, parfois qu'on dit vulnérabilisées, et qui font face à ces fameuses barrières de participation à la recherche. Voilà, c'est un peu comme ça qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on fait. Okay. Et je me demande, en fait, SideCoop, c'est ça. Est-ce que c'est comme une plateforme numérique visant donc aider à la recherche dans les biais, etc. Quel type de recherche, enfin avec quels chercheurs vous travaillez, dans quel domaine? Est-ce que c'est tous les domaines de la recherche? Est-ce qu'il y en a un plus en particulier? Et je me demandais, est-ce que c'est des chercheurs qui utilisent déjà l'intelligence artificielle ou vous, via la plateforme, c'est là que vous intégrez peut-être l'IA dans la recherche? Et peut-être, juste si tu me permets, avant peut-être d'arriver là, c'est peut-être moi ce que j'aimerais aussi beaucoup comprendre, et après aussi pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément la compréhension de la nature et de l'échelle du problème, effectivement, que vous essayez d'adresser, c'est vraiment de comprendre à quoi ça renvoie concrètement quand on parle... Parce qu'avant de parler d'inclusion, il y a sûrement de l'exclusion qui est déjà fait, en fait. C'est-à-dire comment ça se matérialise, à quoi ça ressemble concrètement, en fait. Tu parlais de biais dans les données, oui, ça c'est une forme, mais comment pour monsieur et madame tout le monde, comment ça se représente, où est-ce que ça se retrouve, comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui vous a vraiment dit, OK, il faudrait qu'on adresse cette question-là, en fait? Oui, donc en fait... Je vais revenir un petit peu à ma science. Donc, on est en train notamment d'écrire un article en ce moment où on s'est intéressé à l'impact que ça a eu finalement, qu'il y ait une push comme ça dans le milieu de la recherche pour qu'il y ait l'intégration des principes d'équité, diversité et d'inclusion, et qu'il y ait donc... cette recommandation de financeurs de la recherche pour qu'il y ait l'intégration de DI. En essayant de comprendre justement l'ampleur du problème, l'étude a commencé par regarder d'une façon non ciblée, très globale, à l'échelle internationale, sur des jeux de données publics, d'une façon qu'on appelle, alors en anglais c'est forensic audit. On a été regarder s'il y avait effectivement des biais dans ces données. Et donc des données publiques de 2019 à 2025. Donc on est resté quand même dans une période où justement le mandat de diversité était vraiment en application. Et on a constaté que finalement, à l'échelle internationale, on avait plus de 70% des vecteurs de diversité, donc des facteurs de diversité qu'on avait nous-mêmes mesurés et comparés à ce qu'on appelle des benchmarks. Donc on a comparé à des référentiels pertinents pour
des maladies. On a constaté que dans 70% des cas, on avait des biais. Donc, c'est ça l'ampleur du problème, encore aujourd'hui. Beaucoup de jeux de données, notamment des jeux de données qui vont alimenter l'intelligence artificielle, restent très biaisés. On s'est contenté de 3 facteurs de diversité pour simplifier l'étude, donc le sexe, l'âge et l'ethnicité, le groupe ethnique et le groupe racial, comme on dit. Et rien que pour ces 3-là, on n'a pas trouvé une seule étude qui n'avait pas de biais, un seul jeu de données qui n'avait pas de biais. Donc, c'est pour juste donner une idée de l'ampleur. Donc ça, c'est l'international. On a regardé aussi au Canada. On a constaté la même chose. Et puis, on s'est demandé, en gros, d'où venait le problème, quelque part, d'où venaient les défis d'aller venir améliorer cette diversité dans les données. Puis, on a constaté que ça venait pas mal de, finalement, il y a une saturation au niveau des équipes de recherche qui font qu'elles n'ont pas les capacités en termes de ressources, de temps, etc., notamment, d'adresser ces biais-là. En plus de ne pas avoir non plus donc les ressources, mais aussi les outils pour pouvoir l'adresser. Puis c'est un peu ça que nous, on amène. On amène cet outil qui, rapidement, va pouvoir normalement adresser ces biais de diversité. Ouais, et après, juste aussi, peut-être avant de la question de Roxane, bon, moi, je regardais une vidéo sur les réseaux sociaux récemment d'un médecin afro-américain, justement, qui milite beaucoup pour la représentation, en fait, des éléments, des personnes afrodescendantes, justement, dans les données médicales, par exemple. Parce qu'il montrait, par exemple, que pour le cas, par exemple, des greffes de foie, il y a une sorte d'indice qui est utilisé pour calculer en fait la qualité de la santé du foie, je sais pas trop quoi. Je crois que c'est du foie, oui, si je me rappelle bien. Et du coup, justement, dans cet indice-là, en fait, ça rendait défavorable les personnes afrodescendantes pour les greffes, parce qu'on estimait que leur foie était de meilleure qualité. Et c'est même des choses qui sont été intégrées dans des études, etc. Est-ce que c'est par rapport à ce genre d'éléments-là, bon, tu parlais de sexe, d'âge, d'ethnicité, est-ce que c'est aussi ce genre d'éléments-là qui se retrouvent, par exemple, au-delà du fait que les équipes de recherche sont saturées, est-ce que ce sont ces éléments-là qui entrent aussi dans les facteurs d'exclusion, justement, lorsqu'on parle de recherche, par exemple? Je vais ajouter quand même quelque chose d'important, c'est que dans l'étude, l'une des conclusions aussi qu'on a pu tirer, c'est qu'on a quand même des équipes de recherche qui sont motivées pour adresser ces biais-là, pour la valeur, pour améliorer la validité scientifique, l'amélioration des résultats de la recherche. Et puis on sait aussi que ça a un impact sur la qualité justement des soins qui sont offerts à l'ensemble de la population. Donc je ne peux pas dire qu'on n'est pas maintenant de plus en plus sensibilisé, notamment dans le milieu de la recherche, à l'importance qu'il y a de tenir compte de ces différents facteurs et de faire en sorte qu'ils soient balancés, équilibrés, pour que justement des traitements, des technologies ne causent pas des drames, comme on a vu déjà par le passé. Donc, je n'ai pas répondu à la question sur les domaines en fait, de recherche auxquels on touche. Donc, notre solution, en fait, elle s'applique quand même à beaucoup de domaines à partir du moment où c'est de la recherche participative. Donc, on touche à toutes sortes de projets. Mais c'est vrai que moi, étant donné mon background qui est très médical, on a beaucoup plus tendance à travailler dans le secteur médical. En ce qui concerne les grands jeux de données, on travaille surtout avec des biobanques. Donc, des biobanques, ce sont des banques de
des banques biologiques, comme le nom l'indique, c'est-à-dire qu'elles viennent répertorier des échantillons biologiques des individus, de participants de la recherche. Et pour les cataloguer, on a notamment besoin aussi d'éléments démographiques, dont le sexe, l'âge, etc., etc. Ces banques de données sont ensuite utilisées par les chercheurs. Donc, c'est un peu la base de beaucoup de recherches. Et historiquement, elle a été très, très biaisée dans le sens de l'ethnicité occidentale. Et ça, c'est un défi qui est particulièrement important pour le domaine de la médecine de précision, où là, on va essayer de traiter de façon très personnalisée les individus. C'est de plus en plus vers cela que la médecine s'en va. Plus un traitement global, mais un traitement qui, en fonction de son profil génétique, va pouvoir mieux fonctionner. Mais en ayant des bases de données comme ça qui sont complètement biaisées historiquement, on a une grande couverture de la population qui n'est pas incluse dans ces bases de données génétiques, en gros. Les études finissent par ne pas tester pour ce genre de profil. Donc, ça amène à ce moment-là plus d'effets indésirables pour certains profils. Ça amène parfois plus que des effets indésirables, des drames. Donc, il est essentiel que ces bases de données soient particulièrement représentatives. Donc, c'est vrai qu'un gros travail que nous, on fait, c'est de venir travailler avec les biobanques pour que, justement, elles soient bien diversifiées. Mais on s'est aussi beaucoup intéressé au domaine de l'intelligence artificielle, bien entendu. On a eu un projet qu'on a... en fait, on a été un petit peu consulté par Ivado, justement pour leur projet IR3, je crois. Ouais. Où là, c'est clair que dans ce domaine-là aussi, qui est, je dirais, j'ai tendance à le dire, plus jeune, dans le domaine de l'IA est plus jeune que celui du domaine de la recherche médicale, n'a peut-être pas encore compris l'ampleur du problème et le besoin profond d'aller au-delà des algorithmes de correction. Donc, quand on a des jeux de données qui, à la base, sont problématiques, même avec toutes les possibilités qu'on a d'essayer d'améliorer de remélanger un petit peu les cartes, on est quand même parti d'une base problématique. Et ça fait aussi, c'est aussi un de mes chevals de bataille, de sensibiliser à ça, de sensibiliser au fait que le domaine le domaine médical a pris conscience de ça, qui est beaucoup plus ancien, a pris conscience de ça au bout d'un certain temps, que le domaine de l'IA aussi doit en prendre conscience, mais le plus tôt possible, pour qu'ensuite, toutes les innovations qui découlent de la recherche en IA, toutes les innovations en IA, elles puissent vraiment servir à tout le monde, pas comme on a ces problématiques avec la médecine de précision notamment. Mais en fait, je trouve ça super intéressant parce que dans les autres podcasts, on parlait beaucoup de l'outil de l'IA dans le processus de projet plus en aménagement. Et souvent, on évoquait l'intelligence artificielle comme outil. Mais c'est vrai qu'il y a cette base de données qui est en fait aussi importante que le processus de l'outil de l'intelligence artificielle. Et peut-être qu'un lien où, peut-être que dans le domaine de l'aménagement où il y a beaucoup d'enjeux sociaux et le fait d'intégrer des données qui ne sont pas biaisées par le passé ou même des données actuelles, finalement, c'est l'un des plus gros enjeux dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en aménagement. Du coup, je trouve ça super intéressant que tu nous expliques que vous êtes intéressé à justement ces bases de données déjà dans un premier temps pour ensuite utiliser l'intelligence artificielle
dans ses meilleures capacités pour la suite de la recherche. Donc ça, c'est quand même quelque chose que, en aménagement, comme c'est quand même assez récent, l'usage de l'IA, c'est peut-être quelque chose où on devrait un peu plus s'intéresser sur, OK, quel type de données, nous, on va fournir pour ces outils-là d'intelligence artificielle. Ouais, et je pense que justement, je pense que c'est même ça le cœur du problème. Parce que comme tu le disais, utiliser à chaque fois des algorithmes de correction pour rectifier, ajuster, etc., c'est un peu, éteindre le feu par le feu. Donc, ça pourrait marcher, mais c'est pas vraiment la solution. L'idée, c'est vraiment au départ d'anticiper, en fait, pour que le feu ne s'allume pas, justement. Et par rapport à ça, c'est vraiment de partir des données de qualité, si on va dire ça comme ça. Et des données de précision, justement, par rapport à l'usage. Mais là où j'aimerais aussi te taquiner un peu, c'est si tu parles à des ingénieurs en informatique ou des ingénieurs en programmation, tous ceux qui développent des outils d'IA, ils diront parfois, justement, ils n'ont pas cette base-là, en fait. C'est-à-dire, cette base n'existe pas. Or, eux, leur travail, c'est pas forcément de produire la matière première, tu vois. C'est plutôt de prendre la matière première qui existe, justement, de la façonner pour un outil, justement, qui va être utilisé. Et c'est le même cas aussi avec même ChatGPT au départ, qui était taxé de raciste, etc. Parce que, justement, ChatGPT s'est entraîné avec tout l'Internet. Et l'Internet, malheureusement, il y a une forte représentation occidentale dans les données qui sont disponibles d'Internet. Justement, j'aimerais un peu te taquiner là-dessus. C'est, OK, que faire, justement, en fait, pour que cette matière première soit... Parce que la faute, c'est pas forcément aux ingénieurs qui développent les outils, mais comment s'assurer, en fait, que la donnée soit bonne dès le départ. Qu'elle soit bonne, pas seulement dans le fait qu'il y ait de la représentation, mais surtout aussi que la quantité soit suffisante déjà dès le départ pour éviter que le feu s'allume, en fait. Oui, je pense que, justement, la meilleure approche, c'est celle qu'a eu Evadia, le projet Evadia, qui est dès le départ... Normalement, c'est tellement tôt que c'est avant même la question de recherche, c'est avant même la conception de l'outil, c'est de venir intégrer des parties prenantes, des organisations communautaires, des citoyens, mais aussi des représentants de toutes les différentes étapes même de conception de l'outil, pour que finalement... à la base, on ait les bonnes données, oui, puisque les organisations communautaires, les participants qui s'impliquent et tout ça sont en capacité d'aller peut-être mobiliser pour obtenir de meilleures données, mais aussi pour une meilleure adoption de l'outil. Donc c'est absolument fondamental pour qu'un outil technologique soit le mieux adopté possible, c'est qu'il soit, on le sait maintenant, qui soit co-construit avec les parties prenantes, parce qu'ils vont répondre à leurs besoins spécifiques, ils vont s'adapter à leur environnement de travail ou à leur environnement de vie, parce qu'elles vont répondre vraiment à un besoin profond qui sera sorti du milieu. Donc, l'approche Evadia, c'était, je pense, la meilleure. Il y a bien entendu bien des défis. Alors, le premier défi, c'est d'identifier les bons partenaires pour de tels projets. Donc, ça fait partie de mon cheval de bataille, donc d'avoir une belle représentativité des différentes parties prenantes qui vont être pertinentes pour le projet. Ça, c'est un gros défi. Ne pas avoir d'angle mort. C'est le plus gros défi. Ensuite, une fois qu'on a effectivement intégré toutes ces parties prenantes, c'est triste à dire, mais c'est de les garder impliqués. Ouais. Parce que plus une partie prenante a des barrières et des défis à s'impliquer, plus on risque de la perdre, mais plus elle est précieuse normalement dans sa perspective, et dans l'impact qu'elle va avoir sur l'outil. Donc oui, avoir une belle diversité, mais pas qu'au début, la conserver tout le long,
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important et qui est finalement le plus gros défi de tout le monde, y compris pour nous. Donc, nous, on accompagne même des réseaux de recherche à développer en tant que réseau, d'avoir aussi un réseau de partenaires communautaires. À chaque phase, on perd des partenaires parce que il y a des partenaires qui finalement finissent par ne plus exister, ou alors des partenaires qui voient pas forcément l'intérêt, ou il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on a des parties prenantes qui se désengagent. Et c'est très important de trouver les moyens de les remobiliser. Et puis, comme on en perd, c'est normalement d'aller en chercher tout le temps. Par exemple, on a eu un événement qu'on a réalisé dernièrement, là c'est cette semaine même, qui était sur l'implication communautaire dans la recherche sur la santé des enfants et des familles. Ça fait partie du réseau Odyssée. C'est un réseau qui se spécialise là-dessus, sur la santé des enfants. Et ce que j'ai pu constater en tant que co-lead de l'axe communautaire d'IA du réseau, c'est que au début, on a eu 11 organisations qu'on a réussi à mobiliser pour faire le plan d'action du réseau. Vraiment, comment est-ce qu'on allait faire cet axe, etc. Un an après, on en a eu 3 de mobilisés sur les 11. Donc, on a dû remobiliser un grand nombre. On était quand même contents. On a eu 17 de mobilisés. Mais à chaque fois, cet effort-là est constant. Prend beaucoup de ressources. Et aussi beaucoup de motivation. Des fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, surtout si on est dans la création d'un outil, intelligence artificielle, où là, la priorité, c'est plus d'avoir, je dirais, un jouet prêt à être utilisé, et moins dans l'esprit d'avoir, je dirais, un impact forcément social ou sociétal. Ouais. Et c'est vrai que tu soulèves un point aussi intéressant, justement, qu'on abordait dans un épisode sur le projet Evadia avec Shin Koseki, qui est le lead du projet. Bon, je rappelle juste qu'Evadia, c'était vraiment le développement d'un outil d'intelligence artificielle pour améliorer l'accessibilité à l'espace public en termes d'inclusion et tout, pour évaluer la qualité des espaces publics, pour les rendre plus inclusifs. Et justement, l'un des défis justement du projet, et tu l'as un peu évoqué, il y a l'aspect de démobilisation, parce que c'est très consuming en fait. C'est-à-dire ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, la participation en fait. Ça, c'est dans un premier temps. Et après aussi, l'un autre défi aussi qu'on a eu, c'était au niveau de la quantité de données en fait. Parce que parfois, pour les outils d'IA, pour être performant, il faut énormément de données. C'est-à-dire, la quantité, parfois, est vraiment astronomique, tu vois. Et justement, la participation, vu que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc., et que c'est pas forcément très rewarding, c'est-à-dire qu'à la fin, on n'a pas forcément des bénéfices directs par rapport à ce qu'on fait, il y a justement cette démobilisation. Mais j'aimerais savoir aussi, toi, à ton niveau, est-ce que c'est des éléments que vous rencontrez? Et surtout aussi, comment vous arrivez à adresser ça, notamment en termes de... Par exemple, si on te donne un jeu de données, qu'est-ce que tu en fais? C'est-à-dire, comment tu l'évalues? À la fin, qu'est-ce que tu prends en compte? Quels sont les éléments déclencheurs que tu proposes de mettre en place? Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps aussi, je me rappelle, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans, on était à une conférence où on parlait justement de l'intelligence artificielle et de l'importance de la donnée, notamment dans le contexte en Afrique, où il y avait justement des startups qui se sont mis en place pour produire des jeux de données représentatifs.
Et ce sont ces jeux de données-là qui ont, par exemple, servi à entraîner les algorithmes de Google pour la traduction des langues locales en Afrique, Wolof, etc. Donc, est-ce que tu penses que c'est des approches qui sont prometteuses ou alors, bon, ça, c'est le premier volet à part ce que vous faites aussi. Donc, le deuxième volet, c'est un peu ça. Donc, tu me diras. Ouais. Mais juste pour que les auditeurs comprennent, quand on parle de participation, quand on parle de partie prenante, en fait, exactement, ça concerne qui? Est-ce que c'est des citoyens? Est-ce que c'est des associations? Juste pour qu'on comprenne justement cette notion de participation. Une partie prenante, ça part de l'équipe de recherche jusqu'à l'utilisateur. Donc, ça couvre les étudiants même qui s'impliquent, sont des parties prenantes. On va avoir, des associations. Souvent, les organisations sont celles qui sont les plus à même d'avoir une vision plus large d'avoir des perspectives plus larges. Donc, elles sont très intéressantes à avoir, notamment pour aller chercher les données. Donc, savoir à quoi on va se confronter comme problématique une fois qu'on ira collecter ces données-là. Et bien entendu, la partie prenante de l'utilisateur, l'utilisatrice finale. OK. Juste pour comprendre, en fait, quand on parlait de participation, qui se mobilise et qui se démobilise concrètement? Justement, dans un esprit d'inclusion, on pense à toutes ces parties prenantes-là comme un écosystème qui fonctionne ensemble, qui travaille ensemble pour amener une solution. Et ça peut être une solution technologique d'IA, par exemple. Donc, pour revenir à ta question, la démobilisation, c'est le plus gros enjeu quand on essaye de faire une recherche avec les communautés, qui implique des communautés, mais qui implique aussi des personnes participantes. Et c'est là que rester humain est fondamental. Le facteur humain, c'est essentiel. C'est pour ça que nous, on a vite compris que à SciCoop, en tant qu'organisation, on ne pouvait pas juste être une solution technologique. On a un département d'engagement communautaire où là, on a des personnes qui ont des connaissances du milieu, qui s'impliquent, qui vont rejoindre les organisations, qui vont sur le terrain rejoindre des personnes participantes. Donc, je dirais que le désengagement, on a besoin d'humain. On a besoin de relationnel. Donc, moi-même, je suis du milieu communautaire. Quand je fais un projet, je pense d'abord à mon réseau. Je pense à mon réseau qui me référence à d'autres personnes qui ont même leur réseau, etc., etc. Donc, ça fait un peu l'effet boule de neige. Et ça permet d'élargir comme ça les perspectives. Je pense que je vais rebondir sur l'élément d'augmenter les jeux de données. En fait, la réponse, elle est dans le nom, c'est l'inclusion. Plus on inclut de monde, plus on a de données. Donc, plus on est efficace dans ces performances d'inclusion, plus on aura des jeux de données qui sont grands. Au final, c'est cet exercice-là qui fait qu'on est capable d'avoir ces jeux de données. Donc, non seulement ils vont être plus grands, mais en plus, ils vont être de meilleure qualité. Donc, on a tout à gagner, à améliorer ces pratiques et ces performances d'inclusion. Je pense que une de mes plus grandes fiertés depuis qu'on a commencé SciCoop, c'est un des résultats qu'on a avec une des biobanques. On a commencé tout de suite, très tôt avec... ils n'avaient même pas recruté 300 personnes. Donc, il y avait déjà des processus en place. On est allé voir ce qui se passait. On a fait des recommandations. Ils étaient extrêmement réceptifs à faire des modifications. Donc, on a amené des modifications, des ajustements. Et là, c'est une biobanque qui grandit à une vitesse incroyable, qui a une représentativité magnifique. Et ça a demandé quoi? Ça a demandé qu'au début, oui, il y ait du temps de prix
à se poser, à observer, à regarder, à voir qu'est-ce qui amenait des biais, qu'est-ce qui pouvait faire barrière à certaines personnes. Je me souviens d'une fois, j'étais donc sur le site, c'était un hôpital. Donc j'étais sur le site et puis j'observais ce qui se passait pour le recrutement de personnes participantes. Et puis je vois une madame qui arrive, qui s'installe, puis elle a accepté de participer et tout ça. Je me retourne un peu plus tard vers le manager de la biobanque et je lui dis, mais cette madame, elle ne reviendra pas. Vous avez besoin qu'elle revienne tous les ans, elle ne reviendra pas. Vous savez pourquoi? Moi, quand je l'ai vue, j'ai pensé à ma mère. Et je me suis dit, ma mère, elle ne reviendrait pas là parce qu'il n'y a pas d'environnement privé. On lui demande d'enlever ses chaussures devant tout le monde. On lui demande de monter une marche alors qu'elle a peut-être mal au genou. Il y avait toutes sortes de choses comme ça qu'il fallait ajuster, qui étaient corrigées facilement avec un paravent, avec une petite marchette. C'est toutes sortes de petites subtilités qui font qu'ensuite... l'impact, il est là. Et ça ne prend pas tant de choses que ça. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi mon message, c'est de sensibiliser au fait que l'inclusion, c'est pas quelque chose qui... Oui, ça prend du temps à faire au début, puis ça a l'air bête comme ça, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Puis ensuite, ça a un impact énorme parce qu'ensuite, oui, le jeu de données continuera d'être représentatif parce que cette madame reviendra, amènera sa diversité dans les échantillons de données et on continuera comme ça. C'est une biobanque qui se met sur 10 ans. Donc, on continuera sur 10 ans à avoir encore des données bien diversifiées. Donc, l'inclusion. C'est ça ma réponse. Pour augmenter la quantité, la qualité des données. Ouais, penser que l'inclusion, c'est pas que dans la participation, mais aussi dans la manière dont les gens vont participer finalement à la recherche. Absolument. Et surtout aussi, ce que je retiens vraiment, c'est vraiment d'éveiller les consciences. Et comme tu disais, la sensibilisation des chercheurs à la participation. Parce que parfois, comme tu l'as dit, c'est des trucs tout bêtes, quoi, tu vois, qui peuvent changer radicalement les manières de faire. Plutôt que de faire des jouets, comme tu les disais, et après on se rend compte que le jouet, il fonctionne pas très bien et tout. Donc, ouais, ça, je retiens vraiment ça. Et aussi, en tant que chercheur, parfois, même quand moi, je travaille sur des projets de recherche ou quand je discute avec des personnes, justement, qui sont des développeurs ou des personnes qui sont des ingénieurs en informatique ou des mathématiciens, pour eux, c'est directement, ouais, faut qu'on ait le MVP le plus rapidement possible, quoi. Genre, il faut que le produit, il faut qu'on le teste, quoi. Mais parfois, il y a vraiment des questions toutes bêtes qu'on ne prend pas la peine de se poser. C'est genre, OK, est-ce que le jeu de données, il est propre? Est-ce qu'il est utilisable? Est-ce qu'il est fonctionnel? Et puis, voilà. Et après, ça marche pas. Après, on se dit, alors que dès la base, parfois, il faut... Et aussi, ça me fait aussi penser au fait qu'il faut justement que des personnes différentes s'intègrent dans le processus de recherche. Parce que, comme tu le disais, toi, tu appartiens au milieu communautaire et tu es ouvert aussi à une communauté. Je pense que le fait d'inclure aussi la diversité, même parfois dans l'équipe de recherche, ça peut aider à ouvrir les yeux dès le départ sur des choses que... Ouais, par exemple, toi, tu parlais de l'histoire de la madame et de ta mère. Oui, mais moi, par exemple, si je travaille sur un projet et que je regarde la manière dont c'est fait, je me dirais, mais moi, je me retrouve pas dans ce qui est fait, quoi. C'est-à-dire... OK, vous faites un outil, ça a l'air de très bien marcher pour vous, mais moi, quand je regarde ça, ouais, ça me parle pas, quoi, justement. Donc, et justement, en étant dans l'équipe de recherche, je peux ouvrir les yeux là-dessus. Peut-être, Roxane, tu vas... Ouais, une inclusion aussi dans la pluridisciplinarité dans les projets, comme on fait là un peu aujourd'hui. Peut-être qu'on peut passer sur le petit jeu par oui ou par non, ça va nous amener à d'autres questions. On peut bien sûr rebondir sur les questions, mais l'objectif, c'est de répondre le plus vite possible par oui ou par non, comme tu peux. C'est des questions simples.
Et Léandrie, maître du temps. Maître du temps. Bon, en fait, c'est une petite compétition entre tous ceux qu'on évite. Donc, donc c'est quand tu veux. Ok, c'est parti. Top. Let's go. Est-ce que l'IA comprendra un jour l'humour? Oui. Les chercheurs ont-ils peur de la participation citoyenne? Oui. La santé devrait être au cœur de toutes les décisions urbaines. Oui. Est-ce qu'on sous-estime l'impact des inégalités sociales sur la biologie, par exemple, plus en santé? Absolument. Peut-on faire une ville inclusive sans parler de santé? Non. L'accès au parc devrait être prescrit comme un médicament. Oh oui. Peut-on apprendre de la biologie pour mieux aménager les villes? Oui. Est-ce qu'on devrait faire nos réunions en marchant? Nos meetings Apparemment, t'aimes pas trop ça. Non, je dirais non. Ok. Et la dernière, est-ce que les humains comprennent plus l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle comprend les humains? Oh, wow. Là, c'est pas un oui ou un non. Selon On toi. peut revenir dessus après. Je pense qu'elle nous comprend mieux maintenant. J'ai l'impression que c'est dans ce sens-là. Ok. Ok, ton temps est enregistré, tu auras les résultats du concours au moins pour On ne sait pas encore quel est le prix à la fin. Ouais, c'est un prix surprise. Il faut qu'on réfléchisse dessus. Ouais. Mais peut-être que ça peut nous faire un peu un lien pour aussi faire le lien avec nous, le domaine sur lequel on travaille un peu plus, l'aménagement. Et donc, du coup, en fait, comme tu disais, dans le fait qu'il y ait une recherche participative, peut-être un peu plus parler aussi de la pluridisciplinarité qu'on peut retrouver dans les recherches. Est-ce que toi, avec SciCoop, quand vous aidez certains chercheurs, est-ce que cette pluridisciplinarité se retrouve dans vos projets? Est-ce que c'est une volonté de leur part ou de votre part? Je pense qu'on a encore du chemin à faire côté pluridisciplinarité. Il y a effectivement des initiatives qui encouragent ce genre de choses pour que je pense qu'il y ait à la fois ce que je vois comme initiative, en tout cas, c'est l'envie de mélanger le côté sciences sociales avec le côté sciences plus fondamentales, avec faire en sorte que y ait ce mélange même au niveau de la recherche. Je pense que c'est une très bonne chose, que ça amène une fraîcheur dans les différents domaines, différents secteurs de recherche. Parce qu'il me semble que tu m'avais dit que vous avez travaillé sur le projet Les quartiers empathiques, c'est ça? Oui. Et donc, du coup, j'ai un peu fait mes petites recherches. Mais peut-être que tu peux, toi, plus en parler exactement. Oui, mais après, je crois que les quartiers empathiques, c'était justement avec une OBNL qui s'appelle Noumana. Et justement... c'était vraiment de réfléchir à comment on peut mieux intégrer l'utilisation des technologies dans l'aménagement et dans tout ce qui est ville de manière générale. Et justement, Adèle aussi avait contribué à ça. Donc, en gros, c'est ça. Ok. Ouais, mais après, c'est vrai qu'avec le lien, quand je regarde aussi un peu ce que SciCoop fait, je me demande... parce que je sais que toi aussi, tu collabores beaucoup sur des projets qui ont un lien avec aussi... l'aménagement, oui, comme discipline, mais c'est beaucoup plus dans l'aspect EDI. Ouais. Mais, est-ce que tu peux juste rappeler EDI? Oui, EDI, équité, diversité, inclusion. C'est-à-dire que ce soit, comme on l'a dit, dans les équipes de recherche, que ce soit au niveau des données, pour justement créer des espaces qui soient plus inclusifs. Mais est-ce que toi, par exemple, dans ta pratique de tous les jours, si tu devrais faire un pont entre tout ça, c'est-à-dire entre intelligence artificielle, enjeux d'équité, de diversité, d'inclusion
et la ville de tous les jours ou bien l'aménagement de manière générale, comment toi tu ferais le pont? Est-ce que tu ferais le pont en termes de problèmes ou de difficultés? Est-ce que tu ferais le pont en termes d'opportunités ou est-ce que tu ferais le pont en termes de tout va bien et puis on n'a pas à s'inquiéter? Non, il faut toujours essayer d'améliorer la situation. Donc, je pense qu'on est clairement dans une époque d'opportunités. Il y a avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis une conquise de l'intelligence artificielle. Au sein de notre entreprise, tout le monde l'utilise. On l'encourage. Bien entendu, avec certaines précautions. Il y a certaines IA qu'on n'utilise pas parce qu'on a décidé qu'elles n'étaient pas responsables, elles n'étaient pas éthiques, elles n'étaient pas... plein de raisons. On a décidé de ne pas les utiliser. Mais j'estime que là, on est vraiment dans une période d'opportunité où on doit saisir justement l'existence de ces outils, la possibilité de développer ces outils, y compris pour le milieu urbain, pour améliorer l'inclusion. C'est vraiment très important, je pense. Puis ce que je trouve intéressant, c'est le parallèle qu'on peut faire entre la recherche et l'urbanisme, qui est que il y a dans les deux cas des problématiques d'exclusion. Et c'est-à-dire que dans les deux cas, c'est bien souvent certains acteurs, certains décideurs avec certains profils qui se retrouvent encore et toujours à avoir le dernier mot. Et puis, il y a encore une fois des groupes plus marginalisés, plus exclus, qui ne sont pas consultés et qui se retrouvent à prendre l'impact de ces décisions qui sont prises par d'autres, que ce soit dans une tour d'ivoire ou dans les hôtels de ville. Donc, je pense qu'il y a cette opportunité de changer la donne à ce niveau-là. Et je crois fermement que l'IA, c'est un amplificateur, on le sait, et qu'il peut amplifier, oui, on le sait, certaines nuisances, mais je suis une optimiste qui croit que on a plus à y gagner, en fait, si on l'utilise bien comme il faut. Je pense qu'on a plus à y gagner, à l'utiliser, à se l'approprier, à se l'apprivoiser, à bien l'utiliser, qu'à s'en détourner. En fait, j'aime beaucoup la façon dont tu parles de l'intelligence artificielle et comment vous l'utilisez, vous, à SciCoop. Parce que, en fait, nous, dans les discussions qu'on a eues, souvent, en tout cas dans les aménagistes, dans leur processus de projet, quand on pose des questions sur « Et toi, qu'est-ce que tu en penses de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que vous l'utilisez ?» Les personnes sont plutôt réticentes en parlant de la sensibilité que pourrait avoir l'intelligence artificielle. Parce que dans l'aménagement, il y a quand même dans le processus de projet, on essaye de mettre de l'avant parfois un peu la sensibilisation au lieu. Quand je dis sensibilisation, c'est faire appel à nos sens, à quelque chose d'un peu plus humain, que ce soit visuel, mais au toucher auditif, et que peut-être que les outils d'intelligence artificielle ne permettent pas d'avoir cette sensibilité du lieu. Et en fait, quand on t'écoute parler sur l'intelligence artificielle et de comment toi, tu l'utilises pour le processus de recherche, c'est la manière dont tu fais de la recherche, c'est complètement humain. Tu en as parlé pendant tout le long, c'est la partie humaine, la participation des personnes, le biais dans les données en particulier. Donc, on peut aussi parler d'intelligence artificielle en conservant cette volonté de l'humain dans nos recherches. Et peut-être que c'est un bon exemple que aussi on peut peut-être utiliser en aménagement, que ne pas voir que l'intelligence artificielle comme juste
un outil qui va nous permettre à résoudre un problème, mais aussi de l'utiliser sur justement toutes les questions qu'on se pose sur l'inclusion, l'exclusion dans nos espaces publics, dans la manière de nous construire nos villes, dans les décisions qu'on prend, et que c'est pas forcément que un outil pour faire du projet, nous proposer, je sais pas, un espace avec des aménagements, mais peut-être un outil aussi pour comprendre cette inclusion. Et en fait, je pense que c'est un peu la première fois dans nos discussions qu'on a eu cette vision, cette perspective de l'intelligence artificielle, en fait. Et du coup, ça me fait rendre... Même moi, dans le projet d'aménagement, si on me dit, OK, là, il y a cette intelligence artificielle qui va permettre de te dire, tu dois faire tel aménagement, je peux être un peu réticente. Mais c'est vrai que là, en t'écoutant, j'ai cette vision plus humaine qu'on pourrait utiliser si on l'utilise correctement, bien sûr. Je trouve ça très intéressant, en fait. Oui, et surtout, ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur les deux faces de la chose un peu. Quand moi je t'écoute, c'est... bon, déjà, dans un premier temps, pas faire forcément l'autruche, parce que c'est de se dire, en l'apprivoisant, ça permet de se rendre compte de ce qui ne marche pas et d'en parler. Parce que si on n'agit pas, on est un peu comme complice du crime, si on va dire, d'une certaine façon. Parce qu'on se dit, moi, je ne l'utilise pas, moi, je ne l'intègre pas, je ne sais pas de quoi il est question, donc voilà. Mais par derrière, comme on le sait, ça continue à amplifier justement certains enjeux, certains biais, certaines inégalités, etc. Donc, en tant que chercheur ou en tant que professionnel, peu importe le domaine, c'est vraiment de s'apprivoiser ces différents outils-là, de comprendre comment ils fonctionnent justement et de se dire, comme tu le disais, il y en a qui sont moins bien que d'autres, qui marchent moins bien que d'autres, et voilà les problèmes justement qui renvoient à ça. Et c'est encore plus intéressant par rapport à ce que vous faites à SciCoop, dans le sens où, au-delà de se rendre compte de ça, c'est d'agir aussi. C'est d'agir en se disant, OK, voici les possibilités ou les moyens d'améliorer un outil, justement en agissant sur les données de base, en sensibilisant les parties prenantes des différents enjeux de différents outils, etc. Et justement, ça me laisse aussi te poser une question, peut-être vu qu'on tire vers la fin, c'est justement lorsque tu prends un peu ces différentes parties prenantes-là, c'est-à-dire... ça peut être les citoyens lambda, ça peut être des chercheurs, ça peut être des développeurs, ça peut être des personnes du corps médical, du corps communautaire, etc. En fait, pour ces différentes parties prenantes-là, qu'est-ce que tu leur dirais justement en lien avec tout ce dont tu t'es rendu compte justement dans ce champ de l'intelligence artificielle et des données? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme message? C'est pas forcément de donner un message positif ou d'encouragement, ça peut être aussi un message de menace. Non, je rigole. Mais ça peut être OK, voici un élément sur lequel vous devez faire attention, voilà, etc. Donc vraiment, c'est par rapport à cette partie prenante, quel est le message que tu donnerais justement? En fait, pour être franche avec toi, je l'ai fait dernièrement. Donc cet été, je suis rentrée dans mon île natale, la Guadeloupe, et j'ai eu l'occasion justement d'aller à la radio, de discuter dans ma langue natale et de communiquer le message que j'ai en général lorsque je vais là-bas, dans la Caraïbe, qui est de l'utiliser. Utiliser l'IA pour laisser votre empreinte dedans, qu'elle puisse vous reconnaître, mais aussi vous servir correctement. Plus on s'en éloigne, plus on laisse les autres l'utiliser et se l'approprier et finalement le développer, on se retrouve laissé de côté et mal servi. Ça s'est passé, comme je le disais, pour la recherche biologique. Ça se passe aussi pour l'intelligence artificielle, mais l'avantage pour l'intelligence artificielle, c'est qu'elle continue tout le temps d'apprendre. Donc, plus on est nombreuses dans les pays non occidentaux à l'utiliser et à se l'approprier,
moins elle va être biaisée contre nous. Donc, il faut l'utiliser. C'est beaucoup ça que je dis. Bien entendu, le défi, c'est... et là, c'est la souveraineté des données. À ce moment-là, c'est vrai, on donne un peu de nous à ces outils. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi penser dans le long terme. Qu'est-ce qui va se passer quand nos enfants vont se retrouver dans un monde où on a des IA qui ne sont pas pensées pour eux? On va encore se retrouver avec des drames. Donc, à chaque fois que j'en ai l'opportunité, je sensibilise les personnes des minorités, je sensibilise les femmes, je sensibilise les personnes plus âgées aussi à se l'approprier, à l'utiliser et à faire en sorte qu'elles les servent le mieux possible. Parce que je reste convaincue que l'IA est là pour rester, que l'IA a beaucoup à donner de positif, de bon, que finalement ce n'est peut-être pas l'IA le problème en tant que tel, ce sont souvent les concepteurs, donc il faut faire attention au type d'IA utilisé, mais que l'IA en tant que telle, dans de bonnes mains, a le potentiel de révolutionner vraiment nos générations à venir. Voilà. En fait, c'est ça le message quand on dit oui, il faut faire attention de l'utiliser correctement. C'est dans le type d'IA qu'on utilise, parce qu'en fait, elle est sous tellement différentes formes. Donc, du coup, quand on dit oui, utiliser correctement, c'est vrai que pour quelqu'un, tu te dis, OK, comment je l'utilise correctement, ChatGPT, ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'il y a des questions que je ne dois pas poser? Oui, non. Mais en fait, c'est dans le type d'IA qu'on te propose, que ça soit dans ta vie de tous les jours ou dans ton domaine dans lequel tu travailles. Et après, un peu, c'est aussi un peu paradoxal dans le sens où, dans le débat public, de manière générale, il y a justement cette crainte de, OK, l'utiliser, c'est se dévoiler d'une certaine façon, et les personnes veulent, bon, du moins, il y a des personnes qui veulent garder cette intimité numérique, si je vais dire ça comme ça, dans le sens où ils ne veulent pas forcément que leurs données soient utilisées pour entraîner des algorithmes ou ce genre de choses. Mais c'est à la fois bon, mais après, c'est aussi une façon aussi de se tirer une balle dans le pied, si on peut dire ça comme ça, parce que on disparaît aussi de la représentativité. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que demain, on se retrouvera avec des outils qui ne fonctionnent pas pour certaines personnes. Justement, ça, moi, je suis 100% d'accord. Et donc, justement, peut-être le but, c'est de trouver un moyen de plus marquer son empreinte numérique pour être entendu. Parce que c'est aussi une façon de faire entendre sa voix, en fait, d'une autre façon. C'est une autre forme aussi peut-être de démocratie, une autre forme de participation. C'est d'augmenter justement son empreinte numérique pour être représenté. Et c'est encore aussi paradoxal parce que quand on voit un peu la manière dont les algorithmes sont entraînés, avec la labellisation par exemple, dans la plupart des cas, la plupart des grands modèles actuellement sont entraînés à partir de cheap labor, les personnes issues justement de pays justement qui sont absents dans les jeux de données, c'est-à-dire Madagascar, le Kenya, etc. Donc c'est vraiment tout ce paradoxe qui est... c'est vraiment écosystémique, quoi, on va dire. Bon, c'est vrai qu'on en parlait un peu d'un autre épisode aussi avec Hugo, mais oui. Mais après, c'est vraiment, moi, je suis d'accord avec toi de dire qu'il faut vraiment saisir la chose à bras le corps pour se faire entendre, en fait. C'est-à-dire intégrer les communautés de recherche, mieux créer des jeux de données structurés qui vont servir à entraîner des modèles qui nous ressemblent, etc. Donc, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Super. Donc, merci beaucoup, Adèle. Oui, merci. Merci passée. pour ta venue, cette discussion. C'était avec un grand plaisir. Merci à vous. Ouais, bonne journée. Un grand merci à notre invité pour avoir pris le temps de partager son expérience et ses idées. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci à l'Université de Montréal de nous accueillir dans son studio d'enregistrement. Ce podcast fait partie du projet Evadia+, mené par la chaire UNESCO en paysage urbain, qui explore la ville et ses transformations à l'ère du numérique.